Bonjour à tous, bienvenue à l'émission On jase là, l'émission où on prend un sujet qui nous intéresse et qu'on en discute. Je suis là avec mes collaborateurs Marc-André. Salut! Clarence. Allô! Et Rosemary. Allô! C'est Samuel qui vous anime aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer avec une chronique qui dépasse les cieux. C'est avec Marc-André aujourd'hui. Tu vas nous parler de ces objets volants non identifiés et de l'intérêt qu'un personnage que tu as beaucoup apprécié dans ta vie a commencé à témoigner beaucoup d'intérêt pour. Hein. Oui, ça va être une chronique assez spéciale aujourd'hui, assez différente de ce que je fais d'habitude, mais je pense qu'on va avoir bien du fun. En fait, on va parler d'une rockstar qui vise les étoiles. Oh! Incroyable! Bien! Ouf! Ouf! Un professionnel! Oh! Voici ton contrat pour Radio-Canada. Yes! So long le podcast! Donc Clarence, toi, sur un ordre un peu plus sérieux, tu vas nous parler dans le fond d'une personne qui déterre des reliques du passé pour nous les partager. Plus spécifiquement, je vais vous parler d'un blog que j'ai découvert, mais alors totalement par hasard, tellement par hasard que je me rappelle même plus comment j'ai découvert, puis c'est même pas une blague. Je vais vous parler du blog Laurentiana, qui est tenu par l'ancien enseignant au cégep Jean-Louis Lessard et qui effectivement s'attarde à faire la recension de vieux livres de la littérature québécoise. Donc ça va être en fin d'émission. Excellent. Avant toute chose, on boit. Rosemary, qu'est-ce qu'on boit? Donc aujourd'hui, on boit une bière un peu spéciale. On boit la Chaga de la Brasserie Générale qui est située à Québec. Donc la Chaga qui est une Brown Ale qui contient 6,5% d'alcool, pardon. Mais elle est spéciale parce que cette bière-là, elle est confectionnée à base d'un champignon. Et oui, donc c'est une bière, comme le dit son nom, qui est confectionnée à base du chaga, qui est un des champignons, dans le fond, les plus riches en nutriments, minéraux, antioxydants dans le monde. Il y a certaines personnes qui disent que ça peut apporter énormément de bienfaits sur de multiples facettes de la santé. Je ne veux pas m'aventurer là-dedans, là, mais c'est ça. Donc, c'est une bière, dans le fond, ce champignon-là, c'est un champignon qui se consomme souvent sous forme d'infusion. Là, ils ont décidé de l'inclure à la bière. Donc, cette bière-là, dans le fond, au nez, on sent vraiment des arômes principalement de caramel et de sirop d'érable. On peut pas deviner qu'il y a du champignon dans cette bière-là. Du tout. C'est une bière qui est très douce, peu amère, donc assez typique pour une bière brune quand même. Au goût, on retrouve un peu le côté boisé et terreux qui est peut-être dû aux champignons. Ça serait peut-être là qu'on irait le retrouver. Sinon, encore là, en bouche, côté caramel et sirop d'érable. Donc, c'est une bière qui est très bonne, mais qui se distingue quand même pas beaucoup de la Brown Ale standard, là. À part peut-être le côté érable qui est bien réussi, mais on pourrait quand même jamais dire qu'il y a du champignon là-dedans. Mais bon. Ben, moi, c'est j'ai supposément santé, fait que buvez-en tous. Alright. Mais j'ai l'impression quand j'y goûte, peut-être que c'est justement l'aspect terreux, je ne sais pas si c'est... Je m'auto-suggère la chose, mais ça me rappelle un petit peu justement là, en arrière-goût les thés kombucha qu'on retrouve des fois en épicerie. Les thés kombucha qui sont faits à base de champignons, des thés vivants, oui. Peut-être effectivement... Moins le côté pétillant par contre, parce que comme tu l'as mentionné au début, c'est d'une douceur. C'est d'une douceur et le sirop d'érable, il est là, mais très subtilement. Je trouve que c'est réussi. Moi, souvent, j'ai de la misère avec les bières trop fruitées ou qui amènent un côté trop sucré parce que souvent, je trouve que ça fait artificiel un peu. Mais non, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à amener juste un petit arôme intéressant. Là. Puis elle sent vraiment pas beaucoup. J'ai pas été capable d'identifier c'était quoi jusqu'à temps que tu me le dises. Moi, malheureusement, mon nez est défectueux. Je suis complètement grippée, donc j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ma chronique à ce niveau-là, je dirais. Tu manques pas d'odeur. Non, mais je vais me fier à ton jugement, je te dirais. Donc voilà, c'était la bière La Chaga de la Brasserie Générale. Très agréable à boire. Merci beaucoup, Rosemary. Ça me fait plaisir comme toujours. On va passer à quelque chose de très sérieux maintenant. Très sérieux. Les extraterrestres. Cue de la musique de X-Files.
Je vais m'abstenir. Fait que, gang, enfin, avant de me lancer dans mon sujet, j'ai le goût de vous poser une couple de questions. C'est moi qui pose des questions ici. Merci Sam, je suis content d'avoir fait ma chronique. On va passer à la plus sérieusement, vous pensez-vous que dans l'univers, il y a une forme de vie intelligente qui existe à part sur Terre? La question, hein? La grande question, partout dans l'univers. Ben, je peux commencer. Moi, je Vas-y. dirais que je pense que oui. L'univers est tellement grand que je me dis, ça serait... Tu sais, on peut se dire que c'est inquiétant de savoir qu'il y a une autre forme de vie ailleurs dans l'univers, mais je trouve que c'est encore plus inquiétant de se dire qu'il n'y en a pas puis qu'on est les seuls. Ce que je doute, par contre, je doute que peu importe la forme de vie soit venue sur Terre. Ok, tu me prends d'avance un peu. Là. Clarence, de ton côté, est-ce que tu penses qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers quelque part? Ben, je vais être très franc avec toi, tu me prends un peu de cours parce que c'est pas une question que je me suis posée vraiment. Tout ce qui est phénomène paranormal, vie à l'extérieur de la Terre, ben, si j'avais à répondre rapidement, j'irais peut-être du côté de Rosemary aussi. Je ne conçois pas que l'être humain soit la seule... Ben, en fait, que la Terre soit le seul astre dans l'univers à abriter la vie. C'est impossible pour moi de concevoir ça. Ça, je parle de vie intelligente. Là. Oui, de vie intelligente. De vie intelligente, je le conçois pas non plus. Ok. Mais après, à savoir quel type de vie, est-ce que c'est déjà venu sur Terre... Bon, en termes de phénomène paranormal, je me suis intéressé à l'homme phalène il y a quelques années, mais c'est pas mal tout. Le Mothman. Oui, le Mothman, oui. Mais c'est tout. Les extraterrestres, s'ils existent, ben tant mieux. Puis s'ils prennent la forme de petits hommes verts qui sont retenus contre leur gré à la zone 51, ben tant pis. Puis de toi, Samuel? Pas moi là-dessus. Oh, voyons, t'es bien pas dans le mood dans ce moment. Je te taquine. En fait, moi je suis convaincu que de la vie intelligente ailleurs dans l'univers, il y en a. Je veux dire, notre connaissance du cosmos est très limitée. Il faut aussi comprendre que l'univers est somme toute assez jeune. Je vous mets un peu en perspective. Le Soleil, notre étoile, est rendu à la moitié de sa vie et a à peu près 5,5 milliards d'années de vie. L'univers en a 13,4. On comprend que le Soleil a vécu pratiquement la moitié de la vie de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, c'est une question que je trouve dure à répondre. Je doute fort, considérant toutes les étoiles et toutes les galaxies présentes dans l'univers, qu'on soit la seule forme de vie. Est-ce qu'on serait la première intelligente? Peut-être, je suis prêt à le croire aussi. Donc, c'est une question qui est très large, mais que lorsqu'on met tout de façon relative, je pense que la question va encore plus loin et qu'on peut se demander si on est les premiers à être intelligents. Mais on ne sera pas les derniers certains. Intéressant. On a quand même, je pense, un certain consensus qu'il y a des chances qu'on soit pas la seule forme de vie intelligente. Puis en fait, on est le 20 avril aujourd'hui et hier, la NASA lançait son nouveau satellite dans le but de trouver justement des exoplanètes. Pas d'exoplanètes, pardon, mais des signaux de forme de vie. Puis on peut s'attendre à ce que d'ici quelques décennies, on puisse peut-être répondre à cette question-là avec certitude. Enfin bref, on y a touché un peu, puis c'est ça, ma deuxième question, encore plus difficile. Pensez-vous justement qu'il y a une forme de vie intelligente, donc et même plus intelligente que nous, qui serait venue nous visiter? Je pense pas. Je veux dire, l'univers est tellement grand. C'est quoi les chances qu'une autre forme de vie intelligente tombe sur notre planète? Clarence, de ton côté, je sais que tu disais que tu avais moins réfléchi à la question un peu. As-tu une opinion? Ou... Là, tu me prends encore plus. Tu me prends encore plus de cours. C'est pas grave, sinon. Ben, est-ce qu'elle est déjà venue... Je veux dire, est-ce qu'elle est déjà venue nous visiter sur Terre? Je ne crois pas que ce soit impossible qu'elle soit venue nous voir. Le hasard, les probabilités qu'une forme de vie soit assez intelligente pour parcourir l'entièreté de la galaxie, voire même venir d'une autre galaxie, puis là on s'entend, il faudrait un moyen de locomotion dont la rapidité excelle la vitesse de la lumière, qui est, pour rappel, de 300 000 km par seconde. Je pense que ça répond pas mal à la question. Ouais. Samuel? Impossible. Ok, ben je tiens à préciser avant vraiment de complètement me lancer, moi je suis quelqu'un d'extrêmement sceptique par rapport à tout ce qui est phénomènes paranormaux.
Je pense que justement, comme Rose et en fait pas mal tout le monde ici le dit, à la grandeur de l'univers, il y a des maudites bonnes chances qu'on soit pas seul, mais qu'ils soient venus nous visiter, des petits bonhommes soient venus nous visiter à multiples reprises, qui viennent, qui a eu un impact sur notre développement en tant qu'humain. Moi, j'y crois pas. Mais il y a quelqu'un qui y croit par contre. Cette personne-là, c'est Tom DeLonge. Tom DeLonge, c'est qui, pour ceux qui ne le connaissent pas? Bien, c'était le guitariste, un des deux chanteurs du groupe culte Blink-182, qui est mon groupe préféré, full disclosure. Et ça fait plusieurs années... Et c'est ça, ça fait plusieurs années qu'il s'intéresse à ça, puis lui, il a décidé de prendre des actions concrètes pour répondre à la question, puis en fait, pour prouver cette croyance-là qu'il a. Donc en fait, ce type Blink-182, ça fait bizarre. On parle de, quand même d'un groupe qui est reconnu pour avoir des chansons immatures, un humour assez scatophile par moment. Puis là, tu te dis, ce gars-là va venir nous prouver qu'il y a des extraterrestres qui sont venus nous voir, ça fait aucun sens. Mais enfin, on va raconter un peu cette histoire-là. Donc on va commencer l'histoire au début de 2015. À ce moment-là, Tom décide de quitter le groupe ou s'est fait mettre dehors. C'est vraiment pas très clair jusqu'à présent. Puis en fait, ce qu'il veut faire, c'est se concentrer à d'autres aventures non musicales, ce qui inclut lancer des livres, des films, des bandes dessinées, mais aussi de se consacrer à prouver qu'il y a des objets volants non identifiés, des ovnis qui sont venus sur la Terre, avec, en leur sein, évidemment, des extraterrestres. Je sais quand même amener une précision. Un objet volant non identifié, il y en a partout. Il y en a tout le temps. Du moment que tu vois quelque chose dans le ciel puis que tu sais pas c'est quoi, c'est un ovni. Oui. Jusqu'au moment que exactement. Capable de... Puis je suis content que t'en parles, c'est quelque chose qu'il faut se garder en tête, je pense, pour le reste de l'émission. C'est un terme qui me fatigue beaucoup parce qu'il est utilisé à toutes les sauces et de très mauvaise façon, mais techniquement, à la base, c'est un terme militaire pour que les on l'a vu, on sait pas c'est quoi. Exactement. On pourrait plus parler de phénomènes aériens, de phénomènes ou d'entités, objets. Puis dans un contexte où il faut réagir très vite, je pense pas que le pilote a nécessairement le temps aura pas nécessairement le temps d'identifier l'objet, va quand même préférer avertir immédiatement la personne au sol pour l'indiquer comme quoi il se passe de quoi. Oui. Donc OVNI, ça part de là à la base, puis c'est devenu une association aux extraterrestres par la suite. Ouais. Puis bon, donc suite à ce que Tom ait quitté, se soit fait mettre dehors du groupe, ça a donné en fait lieu à un break-up très public, vraiment pas très beau. Les deux gars restants du band le blâment pour les retards, pour les enregistrements, pour les tournées qu'ils voulaient faire, à cause justement que Tom faisait tout le temps d'autres projets en même temps. Tom en retard? Ben voyons. Puis après ça, un an plus tard, Blink sort un album, il détrône Drake du numéro 1 au Billboard aux États-Unis, puis fait quelques tournées bien remplies depuis. Donc clairement, Tom a fait une erreur. Il a pété une fuse, right? Si c'est lui qui est parti. Ouais. Bon, c'était son objectif. Ouais. Bon, on va retourner en arrière un peu. Juste pour vous montrer à quel point, en fait, ça fait longtemps qu'il se pense sur ce sujet-là. Il raconte l'histoire comme quoi il est arrivé quand il était à l'école secondaire, puis il était juste tombé sur un livre au hasard qui parlait d'OVNI, puis c'est comme ça que ça a lancé sa passion. Puis en fait, c'est ça, le fait d'être en tournée au début avec Blink, qui faisait des longues heures dans des vannes, se promener en Californie, puis dans d'autres États, toute l'attente avant de faire des spectacles, ça lui donne l'occasion de lire des livres. Tom estime qu'il a lu en haut 200 livres qui portent sur les extraterrestres, les ovnis et d'autres théories du complot et de la conspiration, plus ou moins en lien avec ça. Des lectures pertinentes. Des lectures pertinentes. C'est une lecture, c'est une littérature qui s'élargit à profusion. Il y a une immense littérature sur le sujet. Ouais, puis pour continuer dans tous ces trucs-là dignes d'un scientifique et de la méthode scientifique, sa façon... Comment qu'il en parle, c'est qu'au début, quand il disait ça, il croyait à tout. Puis à un moment donné, il croyait pas à rien. Fait que maintenant, ce qu'il fait, il croit à moitié de ce qu'il dit. Donc, on est loin de la méthode. C'est comme ça qu'il décrit son expérience. Ouais, c'est comme ça qu'il décrit son évolution dans sa recherche. Et ça date de début des années 2010. Peut-être que ça s'est raffiné un petit peu depuis, mais enfin. Tom DeLonge, le nouveau Descartes. Oui. Un vrai Socrate. Un vrai Socrate. Mais enfin, puis juste pour l'anecdote, quand il s'est marié en 2001, il a fait ça sur une île où il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait eu plusieurs enlèvements faits par des extraterrestres. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça fait longtemps que c'est quelque chose qui l'intéresse, une passion. Ça a influencé sa musique aussi, avec la présence de ce système-là, puis juste de l'espace en général, qui s'est grandissant depuis les années 90. La plus célèbre à ce niveau-là, ça serait la chanson Alien Exist, ouais. sur Enema of the State, l'album culte de Blink.
où il raconte justement qu'il croit que les extraterrestres existent, fait une mention à la fin de la chanson à une théorie du complot. Il a sorti aussi un groupe qui s'appelait Boxcar Racer au début des années 2000, puis l'album au complet parle justement de théorie de la conspiration, puis en général c'est des paroles de quelqu'un qui n'a pas confiance au gouvernement, que celui-ci cache des choses. L'album est sorti quelques mois après le 11 septembre 2001, pour donner une idée. Ensuite, un peu plus tard, au milieu des années 2000, c'est avec le groupe Angels and Airwaves qui a des thèmes plus positifs, une approche humaniste, optimiste, mais encore là avec des thèmes reliés à l'espace, moins directement aux extraterrestres. Mais enfin, on voit quand même qu'il y a une continuité là-dedans, puis une augmentation en fait de ces références-là dans son art. Puis en fait, il commence même à quitter aussi la sphère de la musique au début des années 2010. Il lance justement un site qui s'appelle Strange Times, qui aborde les théories de la conspiration, le paranormal et évidemment les extraterrestres et les ovnis. En 2014, Tom lance la compagnie To The Stars, qui est une compagnie dite transmédia. Puis en fait, le but de ça, c'est de rassembler toutes ces propriétés intellectuelles qui commencent à créer à ce moment-là, et les futurs. Donc on parle de musique, de films, de livres, de bandes dessinées et de produits dérivés. Beaucoup de produits dérivés. C'est une belle façon de faire de l'argent. Je suis abonné à leur infolette, j'en sors à peu près 2 par semaine. Puis c'est des promotions, des nouveaux produits. C'est des casquettes, des t-shirts, des petits bonhommes en plastique. Des petits bonhommes. Moi, je tombe un peu dans le panneau parce que j'aime beaucoup le design. Puis c'est vrai que c'est des beaux produits. Mais c'est ça, la tactique commerciale manque cruellement de subtilité. C'est ça. Est-ce qu'elle a une mission claire? On va y revenir un peu plus loin. On va y revenir un peu plus tard. Puis là, bon, donc on arrive en 2015, janvier 2015, séparation avec Blink. Et à ce moment-là, dans les mois qui suivent, Tom commence à poster des messages assez critiques sur les médias sociaux. Comme quoi il rencontre des personnes importantes et que « big things coming ». Ça, je pense, c'est son motto depuis les 3 dernières années. À chaque semaine ou plusieurs fois par semaine, il va annoncer des grandes choses s'en viennent. Il va aussi souvent montrer des photos de lui en voyage un peu partout aux États-Unis, surtout à Washington, donc où il y a le Congrès américain, ou au Colorado, où il y a la base du NORAD, qui est en fait le centre de commande aérien de l'Amérique du Nord. Ces messages insinuent clairement qu'il sait des choses sur l'existence des extraterrestres et que c'est ce qu'il veut nous dévoiler, qui est justement l'existence extraterrestre et aussi donc d'OVNI qui seraient venus sur la Terre. Il fait comprendre aux fans que c'est pour ces raisons-là que les choses tardaient pour Blink, alors que depuis plusieurs années, il est en train en fait de travailler à établir ces contacts-là avec des politiciens, avec des gens du militaire et du renseignement. C'est quand même curieux que pour quelqu'un qui se déclare aussi ouvertement adepte de ces théories autour des extraterrestres puis de la vie hors des frontières de la Terre, son premier choix ne se soit pas porté sur les lieux plus emblématiques de cette culture-là, comme la zone 51, il est allé aussi, Roswell, mais c'est-à-dire qu'il a médiatisé ses voyages à Washington auprès du département de la Défense plutôt que ça. Qui insinuait que c'était le département de la Défense, comme ça. Il a fini par le dire plus clairement à certains moments, mais à chaque fois il atténuait. Au début, en fait, il faisait juste atténuer qu'il rencontrait des gens importants à Washington ou au Colorado. Des trucs comme ça, mais il a parlé aussi de ses trips, justement, que des fois il faisait du camping dans un désert à côté de Area 51, puis qu'il y aurait des choses bizarres qui seraient arrivées, puis tout ça. Donc il a fait aussi ces voyages-là dans les lieux cultes, entre guillemets, des intéressés du phénomène. Donc c'est ça, il précise qu'il rencontre des politiciens, des gens placés au gouvernement, à la défense, au renseignement américain. Puis il dit en fait qu'est-ce qu'il est en train de créer, c'est un groupe de conseillers pour l'aider à divulguer des faits quant à l'existence justement des extraterrestres et de leurs multiples visites sur la Terre. Je vois ça, me cache la Terre. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il travaillerait de concert avec certaines institutions gouvernementales. C'est quand même... Institution entre guillemets radiophonique. Enfin. On en parle un peu plus tard. Puis bien qu'il continue d'annoncer que des grandes choses s'en viennent, il se passe pas grand chose en fait. Les fans commencent à rire de plus en plus de lui. Certains pensent qu'il fait peut-être même une dépression nerveuse, qu'il est en train de virer fou. Je suis sûr que c'était peut-être un peu plus de cet avis-là. Puis là, on arrive en 2016. Au printemps 2016, il débute une série de livres qu'il coécrit avec quelques auteurs de best-sellers. Donc, c'est quand même pas n'importe qui adresse le phénomène, entre guillemets, radiophonique, comme il l'appelle.
Il décrit ces livres-là comme étant en fait un mélange de science-fiction et de faits réels. Donc c'est des œuvres avec des personnages fictifs, mais avec des vraies informations disséminées un peu partout, qu'il a obtenues justement du gouvernement puis de l'armée américaine sur les ovnis et les extraterrestres. Yeah, right. À peu près au même moment, Tom commence à être un peu plus présent dans les médias. Il donne des entrevues avec des magazines comme le Rolling Stones, où il parle justement de son intérêt pour le phénomène et de sa démarche pour la faire connaître et qu'il y ait une discussion sérieuse à ce sujet-là. Donc vraiment démocratiser ça. Entre autres, il ne va pas utiliser le terme UFO, il va parler de UAP, je pense. Donc, Unidentified Aerial Phenomenon. Exactement. Phénomène Donc, déjà aérien là, non identifié. Donc déjà là, juste changer le terme, vu la connotation assez négative de UFO, ça fait partie de ses stratégies pour essayer de rendre ça un peu plus acceptable dans le débat public. Il commence aussi à mentionner justement son groupe d'une dizaine de conseillers qui l'aident, mais sans les nommer. Donc il dit ça, j'ai mes conseillers du gouvernement, des gars de l'armée, haut placés. Donc là, je juste pour en compter, on est au printemps 2016. Au printemps 2016. Okay. Puis ce qu'il dit en fait, c'est comme quoi justement ça, c'est des hauts placés de l'armée ou encore de la CIA. Il raconte aussi que son téléphone a déjà été mis sous écoute pendant un moment, qu'il a déjà été questionné par des agents du gouvernement, qui possède des enregistrements d'une commission d'enquête du gouvernement américain qui a été faite à propos des ovnis, puis plein d'autres trucs bizarres comme ça. Fait que moi, en tant que fan du groupe de Blink, en tant que fasciné par Tom DeLonge en général, comme personne, puis encore plus avec ce genre d'événements-là qui arrivent, moi je regardais ça, puis j'avais l'impression de voir un accident de char au ralenti, mais tu sais, t'as pas le choix de regarder en même temps, là. Ouais. C'est plus fort que toi. Puis c'est ça, je commence à me dire qu'il est plus tout là, pantoute. Puis pendant ce temps-là, les choses avec Blink vont bien, ils sont sur le bord justement de lancer leur album, puis il y a un intérêt qui est là. Fait que c'est comme, le parallèle est assez intéressant à ce moment-là. Et un très bon album. Oui, puis d'ailleurs dans ses entrevues, Tom parle souvent de Blink, il insiste pour dire qu'il est toujours techniquement dans le groupe, parce que d'un point de vue légal, il y a encore des parts dans le groupe, ce qui est peut-être pas faux, puis il dit qu'il pourrait retourner s'il voulait. Je suis pas sûr que les deux autres gars du groupe embarqueraient, mais enfin. Puis moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il fait ça surtout pour s'assurer d'avoir une certaine pertinence, de rester dans les médias, puis d'avoir l'attention de ses fans. Fait qu'au final, est-ce qu'il fait juste ça pour vendre ses cossins que je mentionnais tantôt to The Star, pour faire de l'argent, puis que dans le fond, c'est un peu de la bullshit, puis qu'au final, il n'y aura jamais d'informations qui vont être dévoilées. Puis je pense que c'est ça vraiment la réflexion dans la communauté. Puis là, on arrive à l'automne 2016. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la campagne présidentielle, les courriels de John Podesta, qui était le directeur de campagne de Hillary Clinton, dont un de ses conseillers des plus hauts niveaux, justement, pour sa campagne électorale, s'était fait hacker ses courriels. Puis les courriels avaient été distribués par Wikileaks. Comme l'histoire de Tom évoluait puis devenait de plus en plus ridicule, ben on découvre que dans ces courriels-là, il y a des échanges entre Tom et John Podesta. Oh, ça devient intéressant. Pour parler d'OVNI, pour parler des projets de Tom, justement, pour divulguer ces informations-là, pour les communiquer. Puis il y a une preuve, entre autres, qu'ils ont au moins eu, ou en tout cas, qui ont essayé d'avoir un meeting ensemble. Mais puis c'était pas seulement des courriels d'un sens de Tom à John Podesta. John Podesta y a répondu quelques fois aussi. Okay. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça a été silence radio pendant un moment. J'ai l'impression que Tom s'attendait peut-être pas à ce que ça soit divulgué, que ça faisait pas partie de son plan. Puis après ça, des mois suivants, on est retourné au cycle de Big Things Coming. Puis il se passait rien. Puis cassette. C'est ça. Puis c'est pendant à peu près un an en fait que ça s'est fait ça. Mais malgré tout, le fait d'avoir été dans les médias, de parler du phénomène, ça lui permet de rapporter le prestigieux prix de chercheur d'OVNI de l'année. Parce que oui, ça existe. Ça m'étonne même pas. Je serais curieux de voir à quoi ressemble cette remise de prix. Ah, je ne veux même pas le savoir. Mais là, finalement, le Big Thing est arrivé en octobre 2017. Alors que Tom lance la compagnie To The Stars Academy of Arts and Science. C'est une compagnie qui est dite for benefit, c'est-à-dire que c'est une compagnie qui cherche à faire des profits comme une entreprise privée traditionnelle, mais elle a aussi une mission sociale qu'elle cherche à financer justement à travers les profits qu'elle fait et à travers ses actions. Son but, puis là, je cite, c'est d'éduquer et d'inspirer la curiosité à propos de nouvelles possibilités scientifiques. Quand même assez vague. Hey! Bref, au final, le but principal de cette compagnie-là, c'est de financer le développement d'une technologie de pointe qui proviendrait, selon Tom et son équipe, de formes de vie non terrestres avancées.
des beaux termes pour dire extraterrestres. Et les preuves d'OVNI, justement, construites à partir de ces matériels avancés-là, qui ne proviendraient pas de la Terre, seraient assez grandes pour eux pour venir révolutionner l'espèce humaine. Donc, ils croient vraiment que le phénomène est là, ils ont assez de preuves, puis là, ils ont trouvé des matériaux, puis c'est comme, ok, on va s'en servir, puis on va faire quelque chose avec ça. Mais un des trucs les plus intéressants de cette annonce-là, en fait, c'est que Tom présente finalement une partie de son équipe de conseillers, puis il mentait pas. Il y a vraiment des anciens hauts placés du gouvernement, puis de l'armée, puis du renseignement américain avec lui. Des gens du département de la défense, de la CIA, de la NSC, des compagnies comme General Electric, Lockheed Martin, donc fabricants d'avions. Il y avait entre autres l'ancien directeur d'une unité de Lockheed Martin qui s'appelle Skunk Works, qui est en fait la division de recherche avancée au niveau d'avions puis d'autres engins aéronautiques, surtout de calibre militaire puis pour le renseignement. On parle d'une douzaine de personnes avec des CV assez remplis. Ils ont à peu près tous des doctorats, ils ont des publications scientifiques qu'ils ont déjà fait. Fait que ça commence à devenir un peu plus intéressant. C'est comme, ok, il nous a pas bullshité au complet. Il y avait vraiment du monde avec lui. Sa démarche était vérifiée. Il y avait en tout cas, une partie de cette démarche-là est là. Je veux dire, lui il est là, puis il est dans un délire. Il est pas tout seul à vivre ce délire-là. Puis je pense, en tout cas, là, je pose peut-être un jugement. Je suis très critique par rapport à ces trucs-là. Mais quand tu ne connais pas ce sujet-là, même si tu as un beau CV, même si tu as une panoplie de connaissances puis que tu as une belle carrière, ça veut pas dire que tu es assez au courant de ce sujet-là pour pouvoir te prononcer. Donc, tu veux t'expliquer certaines choses, des événements que tu aurais vécu dans ton passé, etc. Peu importe ton statut que dans la société. Ouais, que ce soit une position dans la hiérarchie gouvernementale ou militaire ou peu importe. Je pense pas que... Non, ça, je comprends le point des conseillers, mais ça vient pas me convaincre encore. Puis je suis d'accord avec toi, puis je veux dire, mon but c'était vraiment pas de faire un sophisme d'appel à l'autorité, mais quand même qu'il y ait une douzaine de personnes qui étaient à la retraite, certains, ou qui ont carrément quitté leur travail pour le suivre. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis on va y retourner un peu plus tard, mais avant, je veux qu'on prenne le temps de jaser un peu en détail justement de la compagnie puis de son fonctionnement. Il y a 3 branches dans la compagnie. La première, c'est la division scientifique. Le but, c'est de faire de la recherche théorique puis certaines expérimentations sur divers sujets, ce qui inclut la télépathie, la création d'une base de données d'événements paranormaux, dans le but, en fait, de créer un algorithme qui pourrait comprendre les patterns derrière ces phénomènes-là. Google, ils le font. Je pense qu'on peut le faire, nous autres, avec. Ça sonne, en tout cas. Quand c'est ça, mesdames et Les chefs, ils veulent aussi faire des recherches sur une interface pour connecter les cerveaux et aux ordinateurs, ainsi que des moyens d'ingénierer, je sais pas si c'est un verbe, c'est d'ailleurs en anglais, l'espace-temps, dans le but, en fait, d'outrepasser la gravité. Et ça nous mène à la deuxième division, qui est la division aéronautique. Donc, basée sur les recherches de la division scientifique, celle aéronautique, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est construire un vaisseau spatial qui serait pas... Excusez, je vois la face de Samuel. C'est triste qu'on soit pas filmé en ce moment. C'est triste. Puis, j'ai du fun, là. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. On va faire une photo, ben, la mettre sur Facebook. Donc, le but, c'est de construire un vaisseau qui serait pas ou très peu affecté par la gravité. Donc, dans le but, justement, de faire des voyages, justement, spatiaux beaucoup plus rapidement. Puis c'est là que revient, justement, les matériaux extraterrestres qu'ils auraient trouvés, qui se serviraient de ça. Puis, juste, il y a vraiment de la recherche scientifique qui se fait en dehors de cette académie-là, qui se fait de manière plus sérieuse sur voir comment l'espace-temps peut jouer un temps là-dessus. Puis, donc, c'est pas encore prouvé hors de tout doute que c'est pas impossible, mais c'est loin d'être prouvé que c'est possible non plus. Fait que je veux dire, en manière théorique, c'est une question qu'on peut réellement se poser. Cette recherche-là, elle est faite à l'intérieur de To The Stars Academy ou elle se fait en général dans les centres de recherche universitaires, par exemple? Il y a certains partenariats avec, pas directement, mais certains des chercheurs qui font partie de To The Stars certains ont gardé leur emploi dans d'autres... dans des instituts de recherche, tout ça, par exemple. D'accord. Pas longtemps, un de leurs accomplissements qu'ils ont fait, c'est que un de leurs chercheurs associés, justement, il y a un mini-squelette qui avait été découvert dans un désert du Chili.
Il y a un nom spécial, je m'en souviens plus. Puis avec une tête vraiment déformée qui ressemble à l'extraterrestre type dans la culture populaire. Ouais, Puis finalement, ce qu'ils ont montré, c'est grâce à la génétique, donc du gars qui travaille entre autres pour To The Stars, qui est un généticien, ils ont montré que non, c'est pas un extraterrestre, pas une théorie du complot ou de la conspiration, c'est un humain qui avait telle maladie, il y avait à peu près tant de semaines, puis il est décédé là, puis à cause des conditions là-bas, il est resté comme ça. Donc il y a quand même il cherche pas absolument à démontrer de tout doute voici extraterrestre, ben c'est ça qu'ils veulent faire, mais il y a quand même ce côté-là critique de on va pas jumper dans le bandwagon, on va faire les recherches, puis là ça donne qu'on a les vrais résultats, on va pas essayer de les cacher, on va les divulguer. T'sais. D'accord. Mais ça a été fait, fait que To The Stars le reprend un peu parce que c'est un de leurs gars, mais ça a été fait ailleurs dans une université ou un centre de recherche. Je veux pas aller trop loin dans ta discussion, mais là, t'es en train de me dire que c'est une compagnie for benefits, Ouais. c'est une compagnie pour le profit. Ouais. Ils se ramassent une couple de personnes brillantes, Ouais. pis tout. Puis là, ils vendent des produits, Ouais. puis ils, entre guillemets, radiophoniques, Ouais. financent de la recherche, Ouais. etc. Ben là, c'est là qu'on arrive à la troisième branche, OK? en fait, de la compagnie. Donc tout à l'heure, je vous disais que Tom avait fondé To The Stars, une compagnie transmédia. C'est là qu'elle arrive comme troisième branche. Elle reste à part de l'académie en termes légal, en termes de compagnie, mais elle est liée en même temps. L'idée, dans le fond, c'est pas mal, en termes financiers, justement, c'est de servir un peu de vache à lait. C'est là que l'argent va venir. C'est une branche commerciale. C'est une branche commerciale, mais le but, justement, c'est que la mission de Tom, au final, aussi, c'est d'expliquer au monde ces phénomènes-là. C'est de les communiquer pour que, tranquillement, pas vite, l'information soit disséminée à travers le public pour qu'on vienne qu'à l'apprendre plus rapidement. Qu'on vienne qu'à la comprendre, la digérer, puis savoir quoi faire avec. Donc, au compte-gouttes. Puis c'est à ça que ça sert, justement, la mission de To The Stars, le niveau média. La mission qu'ils se donnent, c'est ça. C'est à travers leurs livres, les plans qu'ils ont pour des séries télé, fiction et documentaire, pour les bandes dessinées qu'ils font, pour la musique que Tom fait par rapport à ces thèmes. C'est justement de communiquer ça pour que les gens comprennent mieux ce qui sont les nouvelles technologies qu'ils développent, puis des informations par rapport aux extraterrestres puis aux ovnis. C'est une mission essentiellement pédagogique, si Ouais, je comprends bien. Ce serait pédagogique puis communicationnel, ouais. Rassemblé autour d'une communauté, Ouais, à travers To The Stars Academy. exactement. Ok. J'ai quand même l'impression de faire face à la vision mondiale meets Mary Kay, là. La porte pyramidale. Ben, on arrive dans l'autre moment intéressant, justement, c'est que quand il y a... en fait, juste avant d'aller là-dedans, en fait, je vais juste souligner justement qu'on voit vraiment qu'il y a une intégration entre les trois branches. Il y a des liens entre elles. Il y a des liens entre elles, puis chacune renforçant l'autre, tu sais. Donc ta branche scientifique va renforcer l'aéronautique, mais les deux ensemble vont renforcer la branche du divertissement, qui, elle, va permettre de mieux de financer les deux autres, mais aussi, tu sais, de faire une loupe de voici ce qu'on développe, puis là, de nous donner ça, cette information-là, sous forme de divertissement ou parfois de documentaire. Donc, je veux dire qu'il y a quand même Bon, en théorie, ils ont quand même pensé, là. En théorie, c'est une bonne intéressant. symbiose. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Faut pas oublier que c'est une compagnie qu'il faut qu'elle fasse de l'argent, puis tu parlais justement de vente pyramidale. On n'est pas là, mais... On parle de personnes qui étaient haut placées, donc qui gagnaient un certain salaire, qui sont à la retraite. En tout cas, moi, je vois une belle opportunité d'affaires, là. Je veux dire, c'est quand que je signe, là. Ouais, ben, malheureusement, tu habites au Canada, fait que tu peux pas, mais on peut investir dans la compagnie. Ils ont adopté un modèle semblable au sociofinancement, donc le crowdfunding, surtout dans la façon de présenter les choses, mais au final, c'est quand même des actions que tu achètes pour une compagnie. Elles se vendent ou se vendaient, je pense que ça vient de terminer en fait, la première offre d'achat. Ça se vendait 5$ US par action, ce qui est quand même relativement cher pour une compagnie qui commence. Puis il fallait acheter pour un minimum de 200$. Donc en date du 20 avril, il y avait un peu moins de 3000 investisseurs. Puis là, il a enlevé le montant total qui était perçu, mais il y a à peu près un mois, la dernière fois que je l'ai vu, il était en haut de 2 millions US d'amassés. Le truc à savoir par contre, c'est que les chances que les investisseurs aient un retour d'argent sont pratiquement nulles. Parce que la compagnie est privée, elle n'est pas à la bourse. Donc il n'y a pas de dividende à chaque année qui est distribué aux investisseurs. Donc la seule façon pour les investisseurs de faire de l'argent, c'est si la compagnie est vendue, ou deux, si elle entre en bourse, ce qui serait étonnant. C'est-tu un don
déguisé en investissement à ce moment-là? Ben, c'est à peu près ça. Je veux dire, en termes financiers, comme investisseur, c'est juste, tu donnes de l'argent, mais tu n'as rien en retour. Tu sais, c'est pas comme, mettons, quand justement tu fais du socio-financement, d'habitude, si tu donnes à partir, mettons que tu donnes 20$, ils vont te donner tel cossin, à 50$, tel autre cossin. Ouais. T'as pas de ça, t'as pas de rabais sur les formes de divertissement qu'ils vendent sur les BD, les films, ou je sais pas quel cossin. Fait que c'est un don à une compagnie privée. À peu près. Donc c'est vrai, mais tu fais de la recherche, fait que tu peux le voir de cet angle-là, rendu là, mais je veux dire, rendu là, le monde qui donne, c'est parce qu'il croit à la mission de cette compagnie-là. Mais c'est ça, Mais en termes purement financiers, ça fait aucun sens d'investir l'argent si tu espères revoir ton argent. Puis surtout que si après ça, ils font une autre offre d'achat, ben la valeur de tes actions vont diminuer parce que ton nombre va rester fixe, mais le nombre d'actions totales va diminuer. Fait que s'il rentre en bourse éventuellement... Dépendamment de la valeur qu'elle prend. Dépendant de la valeur qu'elle prend, c'est sûr, mais tu sais... Mais c'est pas pour ça, je pense, qu'effectivement, les gens ils ont été prêts à investir. C'est parce qu'ils croient en la mission. Ouais. Puis justement, un truc un peu étrange autour du financement, c'est quand tu vas lire les... Ouais, il y a un côté philanthropique, je veux pas. Mais ça, autour du financement, c'est quand tu vas lire qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là, puis c'est ça leur plan. Leur plan le plus ambitieux, c'était s'il y avait 50 millions, mais il y avait différents plans selon l'argent le nombre d'argent qu'ils qu'il ramasserait, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tom est assuré de recevoir environ 700 000 par année, parce que c'est lui qui a financé le lancement de la compagnie avec son propre argent, puis il donne aussi ses revenus de droit d'auteur. Ben, en fait, il prête ses revenus de droit d'auteur à la compagnie. Fait que la sweet Blink Money, c'est là qu'elle va du côté de Tom. Les droits qu'il perçoit de mettre, par exemple, la diffusion des chansons, des morceaux sur lesquels il a travaillé, tout la vente de la musique, la vente des CD et tout ça. Ouais. Ben, tout cet argent-là qu'il perçoit, ben, c'est là-dedans. Ben, il y a une partie qui s'en va là, c'est ça. Ok. Puis même chose avec les propriétés intellectuelles qui est sous To The Stars, puis celles qui vont sortir plus tard. Donc, au final, est-ce que c'est juste une façon, cette académie-là, est-ce que c'est juste une façon pour Tom de couvrir ses arrières, puis qu'il se fasse de l'argent sur le dos de ses fans? Parce que, tu sais, il y a quand même pas loin de 3000 investisseurs, c'est sûr qu'il y a plein de fans là-dedans qui ont embarqué, là. Ben, là, on parle d'investissement depuis tantôt et tout. Ouais. Moi, j'ai été voir le site en question, à la fois le site commercial To The Stars et le site de To The Stars Academy, qui, je tiens quand même à le rappeler, sont deux noms de domaines différents. Ça a les mêmes logos, ça a la même infrastructure, les deux sites se ressemblent, mais To The Stars et je pense que To The Stars Academy, je pense qu'il est précédé par... Non, c'est pas Star Media, c'est Community of Interest qui précède To The Stars Academy, puis ensuite le nom de domaine. Ça, c'est l'autre compagnie légale qui est en haut de ça. C'est compliqué, on rentre pas là-dedans. Okay. Je suis pas un avocat. À la base, la mission de To The Stars Academy, c'est une mission pédagogique. C'est une mission qui vise à informer plus le public. Ouais. Est-ce qu'il y a une matière pédagogique présentée par To The Stars Academy en ce moment? On va y arriver un petit peu plus tard. Oh, J'ai une autre étape que je veux qu'on aborde avant. Quoi donc? Puis, c'est juste pour clore la discussion sur le côté financier. Puis on en a parlé un peu tantôt, mais tu sais, je suis retourné en fait à ma réflexion d'avant, c'est est-ce qu'il fait ça pour au final faire de l'argent sur le dos de ses fans, puis tout ça? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, ce qu'il défend, ou du moins en partie? Mais tu sais, il y a quand même une équipe importante autour de lui. Pourquoi ce monde-là aurait quitté leur job très payante, puis avec quand même un certain statut social, ou qui serait sorti de leur retraite s'ils y croyaient pas? Moi, c'est le genre de questions que je me suis posé, que je me pose encore, puis je veux laisser en suspens, qu'on y pense. Puis en fait, bon, suite au lancement de l'Académie, Tom est allé au podcast d'un gars qui s'appelle Joe Rogan, qui est en fait un des podcasts les plus écoutés aux États-Unis. Puis pendant plus de 2 heures, il a parlé de l'Académie, puis du phénomène. Donc, les extraterrestres, puis les ovnis. Puis j'ai regardé l'épisode au complet, puis c'était assez weird. Donc au début, Tom parle en détail vraiment de la compagnie, il parle de l'idée du vaisseau spatial extra-gravitationnel, puis il explique un peu comment ça fonctionnerait, avec des longs mots que j'avais vraiment pas le goût de retaper. Donc je les prononcerai pas non plus. C'est ça, il parle de l'existence de matériaux avec des propriétés hors de ce qui se fait sur Terre, puis que sa compagnie en aurait en sa possession, puis qu'il allait en parler, qu'il allait bientôt le montrer. Le vibranium. Comment il va faire le shield de Captain America. Mais en date du 20 avril, on n'a toujours pas vu de photos ou de vidéos du matériel en question. Il parle aussi de vidéos d'OVNI qui proviendraient du gouvernement et qui seraient bientôt divulguées.
puis il va encore plus loin avec des théories de la conspiration, comme quoi sur des objets, il aurait retrouvé des écrits avec de l'alphabet grec, là où il y a eu des crashs d'ovnis, que l'humain aurait été, dans le fond, aurait été créé par les extraterrestres ou qui serait d'origine extraterrestre. Il dit aussi que la guerre froide, dans le fond, ça serait jamais réchauffé entre les Américains et les Russes parce qu'ils savaient les deux qu'il y avait des extraterrestres, puis ça serait une grave erreur d'entrer dans une guerre aussi dévastatrice à cause de ça, à cause des menaces que ça peut représenter. Il parle des scientifiques nazis qui se sont ramassés en Argentine après la guerre, puis que là, eux autres, justement, c'est eux qui auraient découvert les premiers matériaux venant d'OVNI, puis des affaires de même, vraiment, ouais. C'est quoi qu'ils chantent déjà dans Aliens Exist? We all know conspiracies are dumb. Ouais, c'est ça. Je dis ça de on même. change, hein, tu sais. En même temps. Il se ferait un bon chum, hein, de Raël. Je pense pas qu'il croit ça. Je sais qu'il aime vraiment pas la scientologie puis il trouve que c'est de la bullshit. Fait que j'imagine qu'il aime pas plus les Raéliens. Fait qu'on va lui donner ça. Eux autres, ils croyaient sincèrement que c'est les extraterrestres qui avaient... Ouais. Est-ce qu'il a acheté la soucoupe volante de Raël? Puis c'est ça. Puis Rogan, justement, tu vois qu'il y a des choses qu'il y a de là. Puis qu'il est quand même un gars qui a un peu porté ses théories. Puis sur le paranormal, même lui, il y a des bouts qu'il suit pas pantoute. Puis il est comme, ok, ce gars-là est en train de péter un câble. Puis il lui demande justement à plusieurs reprises c'est où qu'il prend ses infos. Puis la réponse de Tom, ça mal toujours. Soit c'est mes conseillers ou je peux pas te le dire. I know things, you have to trust me. Puis justement, quand Rogan il demande, tu sais, pourquoi est-ce qu'il devrait y faire confiance, puis surtout pourquoi est-ce que le gouvernement travaillerait avec lui, pourquoi est-ce que le gouvernement travaillerait avec Tom DeLonge qui a écrit All the Small Things, tu sais. Puis Tom répond que c'est parce qu'il y a des services à offrir, puis son service à lui, justement, c'est la communication, c'est de transmettre ces informations-là, que lui, il peut le faire. Parce que le gouvernement, il n'y a pas de budget pour les médias, tu sais, ou peut-être, en tout cas, sa réflexion, c'était plus que justement avec un certain manque de confiance envers le gouvernement, tu sais. Parce que le gouvernement n'a jamais pensé à dire « Big things are coming ». Avec Trump, Il y a 4 ans pour les faire arriver. Fait que... ouais. Fait que, ouais, 3, s'il te plaît. Fait que, ouais, il est peut-être fou, finalement, tu sais. Ouais. Puis là, on arrive en décembre. Puis Tom fait de plus en plus de messages sur les réseaux sociaux comme quoi il y a quelque chose qui s'en vient d'ici une couple de jours. Puis comme de fait, à mi-décembre, le New York Times publie un article sur un programme du Pentagone qui a été financé par l'entremise du Sénat américain entre 2008 et 2012 pour examiner les menaces aéronautiques avancées, bref, les OVNI. Une partie des fonds, Sam, ça va t'intéresser, en fait, a servi à financer Bigelow Aerospace, donc une des plus grandes entreprises privées aérospatiales, parce que son PDG est convaincu justement que les extraterrestres sont venus visiter la Terre à plusieurs reprises. Ce programme-là était sous la supervision de Luis Elizondo, qui a quitté le Pentagone en octobre 2017 par frustration en fait envers le gouvernement, qui trouvait qu'il bougeait pas assez sur cet enjeu-là, puis là, officiellement, le financement pour ce programme-là était arrêté, mais il y a quand même des doutes sur la véridificité de tout ça. Puis qu'est-ce qu'il a fait quand il est parti? Il a rejoint To The Stars Academy. Il est allé rejoindre Tom DeLonge à To The Stars. C'est la raison pourquoi il serait parti, ce serait une des raisons principales. Le New York Times a fait plusieurs entrevues avec Elizondo, puis ils ont donc prouvé qu'il a bel et bien travaillé au Pentagone, qu'il a bel et bien travaillé à la CIA aussi, dans le fameux programme. Et il mentionne To The Stars Academy dans l'article. En même temps que l'article est sorti, il y a une vidéo qui a été déclassifiée par le gouvernement puis qui a été diffusée, entre autres par le New York Times, mais aussi sur To The Stars, la même journée. La vidéo montre un engin spatial non identifié qui a été pris la vidéo en fait a été prise à partir d'un F-18, quelque chose comme ça, enfin un avion militaire américain. Un radar d'F-18. C'est ça. Puis l'engin qu'on voit en fait bouge de manière erratique, qui semble pas suivre les règles de la physique comme on le connaît. Sam, je suis d'accord avec on vient à ce que tu as dit au début de l'émission, c'est pas parce que c'est un objet qu'on n'a pas identifié que c'est directement de source extraterrestre. Exact. Ça, c'est important de s'en souvenir. Puis en fait, Elizondo dit qu'il a participé à l'analyse de cette vidéo-là, puis il est convaincu que c'est pas d'origine étatique. Qu'il n'y a pas un pays dans le monde qui serait capable de faire ça. Ben Elon Musk d'abord. Ouais, je pense que on l'a notre méchant James Bond. Là. Ouais.
Donc Tom clame que To The Stars a été... c'est grâce à eux, en fait, que le vidéo a été déclassifié. Puis que ça fait partie de leur effort pour rendre le phénomène public. Mais on n'a pas de preuves concrètes en tant que telles. Elizondo a eu une entrevue en privé avec un journaliste sérieux qui a quand même gagné des prix et tout ça. Là. Puis qu'en fait, lui, il préparait le terrain depuis quelques années pour assurer une déclassification de certaines vidéos ou sinon qu'ils puissent être leakés sans que ça soit lié à lui. Puis que c'est le travail de Tom avec qui il est en contact depuis plusieurs années qui l'a convaincu de faire ça. Puis il y a une autre vidéo du même type qui a été déclassifiée aussi au mois de mars. Puis là encore, c'était immédiatement disponible sur le site de To The Stars au moment où c'est sorti. Puis là, c'est là qu'on est rendu maintenant, aujourd'hui, avec ça. Ben, je trouve ça quand même fascinant de voir que le gars, il a quand même réussi, malgré le fait qu'il est passé pour un fou pis tout, qu'il a réussi à embarquer des gens puis à finalement comme faire la démonstration que ses intentions étaient nobles d'une certaine façon, dans le sens qu'il voulait vraiment comme... Outre le fait que ça fait vraiment passe d'argent, là, puis ça c'est la partie qui me fatigue le plus, là, des gens qui se mettent à comme miser sur une espèce de buzz qui pourrait être créé parce qu'une vedette décide de partir sur une folie comme ça. Outre ça, je trouve ça quand même spécial justement de voir que malgré ça, il a réussi à travailler avec des gens du gouvernement pour pousser la déclassification de vidéos. Ouais. Puis ça, je trouve que essentiellement c'est toujours une bonne chose quand un gouvernement comme enfin laisse l'information comme couler vers le public. Là. Mais là n'est pas nécessairement la question. Je dirais juste que je trouve ça... Je comprends un peu pourquoi tu voulais nous amener... Nous faire attendre, prendre le temps de nous amener jusqu'à la fin, parce qu'effectivement, comme est-ce qu'il va amener une prochaine surprise? Ben c'est ça, c'est quand la prochaine chose qu'il va annoncer, qu'il va faire, c'était-tu juste ça? Y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent? Il y a le matériau qui a parlé une couple de fois, qu'il voulait dévoiler éventuellement, puis là encore, je pense que ça aussi c'était une vidéo du gouvernement aussi, mais apparemment il aurait un en sa possession, un échantillon de ce matériel-là. Fait que c'est la prochaine chose, ça va être d'autres vidéos. Fait qu'il n'a pas réannoncé depuis mars, Big Things are coming. Ah, il continue de le faire, okay. Ça le fait toujours. Fait qu'il y a probablement autre chose. Il y a probablement autre chose, mais tu sais, des fois ça prend 1 an et plus avant même qu'il y ait finalement quelque chose qui sort. En effet. Puis c'est ça, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de bullshit dans ce qu'il dit. Moi, tout le niveau justement de la guerre froide, les Russes et les Américains le savaient, puis c'est pour ça qu'ils. Commande, là, où les extraterrestres, on est là à cause d'eux autres, puis tout ça, je suis comme, ça va m'en prendre pas mal plus que des écritures en grec pour me prouver ça, Mais c'est qu'au final, il a quand même délivré c'est quand même livré la marchandise sur une partie de ce qu'il disait. Puis juste ça, c'est assez pour semer un certain doute. C'est un doute qu'il faut qu'il reste sain. Mais je sais pas quoi penser de ce gars-là. Ben, mettons qu'on regarde ça d'un petit côté psychologique, là. Mettons qu'on joue un peu avec la psychologie des gens. Je trouve qu'il y a eu une bonne stratégie de marketing, justement, dans le sens de il passe pour un fou, oh! Il montre qu'il est pas si fou que ça, finalement. Parce qu'il y a une affaire qui vient l'appuyer, mais une seule, là. Puis ça reste marginal. Ouais. On regarde la vidéo, puis même quand on regarde la vidéo, on se dit, on peut l'interpréter de plein de façons. J'en avais vu certains, là, j'avais éprouvé une certaine curiosité quand même à voir, puis pour vrai, les vidéos ne sont pas intéressantes. Non, ça ne montre absolument rien. Puis des vidéos comme ça laisse tellement de place à l'interprétation, c'est tellement facile de se faire croire que cette chose-là est vraiment étrange, alors qu'au final... Puis rendu là, c'est plus, puis pour vraiment pas rentrer dans les théories du complot, c'est pas ça mon but, mais tu sais, pourquoi de base ça a été classifié aussi longtemps, puis que le gouvernement laissait pas ça sortir, tu sais. C'est juste la mesure standard, on connaît les Américains, ils peuvent être assez paranoïaques, mais ça se peut que ça soit juste ça, ou il y a quelque chose de plus. C'est du côté-là, justement, vu qu'on le sait pas, ils voulaient pas partir, ils voulaient pas que le monde parte en peur, ou je sais pas quoi. Je suis pas tombé non plus dans les théories du complot, mais des fois j'ai l'impression que c'est un peu pour divertir les gens qu'on va amener l'attention là-dessus, justement. Donc on va se garder ces espèces de trucs-là qui génèrent justement les théories du complot. Bon,
Ben, Tom a la même vision que toi là-dessus, justement. Puis j'ai un point que je veux apporter justement un peu, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que justement, dans ces discours-là sur le paranormal, puis sur les trucs qui se rapprochent des théories de la conspiration puis du complot, souvent ça va être des positions très anti-gouvernement. Puis Tom, lui, à l'inverse, il aime le gouvernement américain. Pas Trump, mais il aime le gouvernement pour ce qu'il est comme institution, parce qu'il croit qu'il veut le bien commun. Puis ça fait quand même du bien d'entendre ce discours-là. Mais il comprend aussi pourquoi le gouvernement cachait ça, mais qui pendant des années, des décennies, mais qui est content aussi, qu'ils ont finalement compris qu'il fallait que ça sorte tranquillement comme il faut. Puis justement, une des choses qu'il dit, c'est, tu sais, comme lui, il croit qu'on est allé sur la Lune, puis tout ça, mais il dit, lui, ce qu'il pense, c'est que c'est le gouvernement qui a lancé ça, cette théorie-là de on n'est pas allé sur la Lune, pour cacher d'autres choses, tu sais. Là, on rentre dans le deep state pis ces affaires-là. Mais c'est là que j'allais aussi. Ça se peut très bien que pour détourner l'attention, t'aies eu de l'infiltration dans ces groupes-là de théoristes, de complotistes. Je me souviens pas comment on les appelle. Conspirationnistes, voilà. Qu'il y a eu justement des infiltrateurs dans ces groupes de conspirationnistes-là pour semer le doute puis amener justement ces histoires-là. C'est sûr que il y a quelque part, il y a quelque chose, il y a un intérêt, je pense, à ce que ces histoires-là soient alimentées des fois pour détourner l'attention. Est-ce que là, je viens de faire une théorie de la conspiration? Je pense que oui. Donc, je vais faire attention à ce que je dis. Puis cela dit, je pense pas que les extraterrestres nous aient visités malgré ces preuves douteuses. Clarence, Rose, est-ce que ça a comment vous le voyez? Est-ce que ça a un impact sur ce qu'on a jasé au début de l'émission? Ben, Rose, disons là-dessus. Oh. je sais pas quoi dire, pour être franche, là. Tu sais, oui, là. C'est intéressant. C'est tellement parti de rien, de nulle part. Ouais. Finalement, oui, il y a des aspects intéressants à traiter, mais de là à dire que, tu sais, on a vraiment du solide, du concret. Ouais. Non. Va falloir plus que ça. big things, va falloir que ce soit des bigger things parce que pour l'instant, non. Stranger Things. Oh, ouais. Moi, oh my god. Ben, tu disais que Tom aime bien le gouvernement. Je tiens juste à faire une parenthèse. Il aime tellement que, surtout de Stars, il donne des rabais aux membres de l'armée puis de la marine. Son frère est militaire. Fait que... Ah, ça, je savais pas ça par contre. Je dois admettre que c'est sur le plan de la présentation. Tu en as parlé un petit peu plus tôt, Sam. Je salue l'effort. Je salue la manière dont ça a été présenté. Avec, To the Stars Academy, avec le désir très ouvert de créer une communauté, ce qu'on appelle en anglais une community of interest. C'est pas vraiment une communauté d'intérêt, mais c'est une communauté qui rassemble des personnes qui sont curieuses, non seulement curieuses, mais soucieuses de ce genre de matière-là. S'il y a une nouveauté à tirer de cette expérience-là jusqu'à maintenant, je pense qu'elle est là. Ça, honnêtement, je trouve que c'est bien amené. Je trouve ça très très bien. Le sujet, par contre, j'ai vu les vidéos en question. Je ne prétends pas, même loin de là, être un professionnel du décryptage des données d'une vidéo captée par un radar de F-18, mais je dois admettre que moi, personnellement, ça ne me parle, mais absolument pas. Malgré qu'on atteste de l'authenticité de telles vidéos, que l'on fournisse un bagage de connaissances qui viennent appuyer ce que c'est censé représenter, je continue malgré tout à croire que les représentations des extraterrestres et de la vie hors des frontières de la planète Terre, je suis désolé, mais moi ça reste le fruit d'une culture à un certain moment donné de l'histoire qui a commencé dans les années 30, 40, 50 et qui continue encore aujourd'hui. Une culture qui, soit dit en passant, est extrêmement américaine. Où ont eu lieu les supposés témoignages d'ovnis ou de soucoupes volantes qui ont survolé la Terre. Après, c'est l'aventure. Faut 80? Allez googler ça, gang.
Ouais, OVNI sur la place Bonaventure. Ouais, là, pendant c'est- 3 heures. Pendant 3 heures. Mais c'était aux États. Mais c'est avec les plus connus en tout Les cas. plus connus, Ouais. les plus connus ce sont aux États. Moi, personnellement, je tourne peut-être les coins ronds, mais à culpa, mais juste ça, moi, ça me fait comme... Non, je ne rentre pas... Si c'est un jeu, si je crois que c'est bel et bien un jeu, je n'y rentre pas. Moi, pour moi, c'est de la fiction. C'est une très belle fiction. C'est une magnifique fiction. Et d'ailleurs, je pense même que l'un des conseillers de Thunderland l'avait présenté de cette manière. Je pense que c'était Christopher Mellon qui avait présenté ça dans le live qu'ils ont fait, je pense, justement dévoiler la en octobre. compagnie. Il mettait avant le fait que, pour justifier la mission pédagogique de To The Stars Academy, c'était le fait qu'il fallait rendre ces histoires-là crédibles, intéressantes, mais que ça ne soit pas que de la fiction, que ce soit vraiment de la matière qui dise quelque chose, non seulement de ces sujets-là entourant les phénomènes aériens non identifiés et le développement technologique qui nous permettrait d'atteindre ces technologies-là, mais de ce que ça veut dire du monde entier aussi. Mais non, pour moi, c'est... Non. Ouais, ça. Juste préciser non plus que j'y crois pas vraiment. Non, Mais c'est c'est ça. curieux Ça d'avoir non ton plus. avis Moi, dans tout ça. Moi, ça a pas. Mon questionnement est pas vraiment sur cette question-là. Sur la question de C'est est-ce ça, qu'il y a moi, des c'est ovnis qui sont venus. On va me prendre vraiment plus que ça pour que j'y croie, tu sais. Vraiment beaucoup plus que ça. Mon scepticisme est encore très fort. Mais là où ce que je sais pas trop quoi en penser, c'est sur Tom DeLonge lui-même. Il est-tu fou? Il est-tu pas fou? Est-ce qu'il y a vraiment... À quel point est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il fait? C'est tout ce côté-là que je sais pas quoi en penser. Puis il y a une partie de moi qui est comme, il est peut-être pas si fou que ça. Si c'est vraiment entouré de monde, s'il a vraiment aidé à sortir une coupe d'affaires, ça veut pas dire qu'il a raison. Mais qu'au moins, il a encore peut-être sa santé mentale moindrement intacte. Puis ça, je trouvais ça rassurant. Ou peut-être qu'il a raison, mais pas sur ce qu'il croit avoir raison. Parce que tu parlais du C'est programme peut-être qui avait aussi. été, qui Ouais. avait été financé en 2008 puis 2012, puis dont le financement avait mystérieusement stoppé, arrêté. Je veux dire, effectivement, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Mhm. Est-ce que le sujet, pas le sujet, mais l'objet derrière ça, c'est véritablement les ovnis ou les phénomènes aériens non identifiés, ça? C'est ça. Puis moi, je serais pas surpris qu'au final, on arrive à la fin de cette histoire-là, puis les vidéos qui sont sorties, c'était quelque chose de totalement terrestre. Puis qu'au final, c'est que lui, il a fait trop de liens avec d'autres trucs qu'ils ont lus. Tu sais, son fameux, la moitié c'est vrai, la moitié c'est pas vrai. Puis qu'il a fait trop de liens avec des choses que lui croyait qui étaient vraies, parce que c'est tout le temps facile de faire des liens qui font pas de sens dans ces histoires-là. Puis qu'au final, c'est des faux liens qu'il fasse, mais qu'il croit tellement qu'il continue là-dedans. Mais il y avait quand même une portion au final, un 5-10% qui était basé sur des choses réelles. T'sais. Mais ouais, je trouve ça quand même fascinant que le gars qui faisait des jokes de caca dans Blink se ramène à aider à divulguer des vidéos d'objets volants non identifiés. À chacun ses passions. Moi, ça ne m'empêchera pas de regarder le ciel. Je n'aurai pas plus peur de regarder le ciel désormais. Mais merci Marc-André Ça me fait de nous avoir plaisir. partagé cette histoire, ma foi fascinante. J'espère vous avoir fait rire, piquer votre curiosité. Et susciter mes passions, je dirais Ouais. même. Et dites-nous sur notre page Facebook si vous seriez prêt à croire à une telle entreprise après avoir entendu ce segment-là de l'émission. Moi, je les financerai pas, en tout cas. Ah, voilà. On vous le recommande. On a un consensus. On ne veut pas faire de pression des pairs, mais voici notre opinion. Donc, encore une fois, merci Marc-André. Ça fait plaisir. On va passer à un tout autre sujet. Donc, nous allons parler en fait d'un blog et d'un blog qui déterre en fait des histoires oubliées. Des histoires oubliées, encore une fois, on reste, à mon humble avis, encore une fois dans le domaine de la fiction. Ouais.
C'est un bon point. Mais c'est ça, oui. Effectivement, dans un tout autre ordre d'idées, je voudrais vous parler un petit peu du blog, un blog qui s'intitule Laurentiana, dont l'adresse est Laurentiana, laurentiana.blogspot.ca. On va mettre le lien sur la page. Sur la page Facebook, merci Marc-André, oui. C'est un blog qui est tenu par un ancien enseignant au cégep qui s'appelle Jean-Louis Lessard et qui se présente très humblement dans sa biographie. Je la cite: « J'aime toutes les œuvres littéraires, de toutes les époques, de tous les pays, de tous les genres, les livres sérieux, les livres naïfs. J'aime l'objet livre, je les collectionne, je les lis, j'en écris, j'ai appris à les relier. » Point. Et je vous dirais que cette biographie-là donne une assez bonne idée du contenu de son blog. Il dit qu'il aime la littérature de tous les pays, mais Laurentiana, c'est un blog qui a cette particularité-là de s'attarder à la littérature québécoise, mais encore une fois, une littérature québécoise qui a vraiment rien de contemporain. On est dans de la littérature et surtout dans la présentation de livres dont la plupart d'entre eux sont ou bien méconnus, soit connus sinon dans un cénacle assez restreint. En lisant certains des articles, j'ai reconnu certains trucs que moi j'avais vus dans mes études littéraires ou dans l'étude des arts graphiques en général. Et il fait également des recensions de livres ou de livres, des recensions, des critiques d'auteurs ou des histoires, des historiques de maisons d'édition qui sont mais alors totalement oubliés. Certains avec raison, d'autres moins. Donc c'est ça. Le contenu du blog consiste essentiellement en des critiques de vieux livres québécois qui n'ont pas été réédités, très rares ou carrément inconnus, comme je le disais. J'ai tout particulièrement apprécié le contenu très riche des titres qui datent du début des années 30 jusqu'à la fin des années 50. Il y a certains titres qui vont beaucoup plus loin que ça, au 19e siècle même, mais cette partie-là de la littérature québécoise, donc le début des années 30 jusqu'à la fin des années 50, qui, dans l'histoire de la littérature québécoise, est une période extrêmement riche. Tous les articles qu'il écrit là-dessus sont très 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 intéressants. On a par exemple des articles sur les livres qu'a publié le poète québécois Roland Giguère, qui est un poète majeur de la modernité littéraire au Québec. Roland Giguère qui avait parti des éditions de l'Erta, donc beaucoup de livres, de critiques de ces titres-là. Il y a des notes sur l'histoire de la littérature québécoise, et ça va autant de notes sur la littérature du terroir, tellement intéressante, et les éditions, des maisons d'édition, mais alors totalement inconnues, comme les éditions Édouard Garand, qui publiait des romans de gare. Des romans de gare. Des romans de gare, de la littérature de genre, et donc... C'était l'édition Édouard Garand. Édouard Garand qui publie de la magique. littérature de gare. Ah, c'est magique. J'aurais aimé voir c'était quoi le slogan de cette maison d'édition-là. Je veux savoir, les romans de gare, c'est quoi? C'était des romans un peu comme on retrouve à la pharmacie, du style Harlequin? Les romans de gare, c'est la manière politically correct de dire de la sous-littérature. Donc la littérature de genre, selon le jargon littéraire de l'époque. Fait qu'un livre de science-fiction un peu cheap du début du tournant du siècle. Exactement, exactement. Okay. Des livres de science-fiction. Le programme de To The Star. Pas sûr que ça sera un best-seller du New York Times, ça, par contre. Donc oui, c'est ça. Et donc des titres des titres d'auteurs qui sont oubliés carrément ou qui sont plus ou moins connus. Avec des noms reconnus également, des livres plus méconnus de certains grands auteurs. Je prends par exemple Michel Lalonde, qu'on connaît pour Speak White, Claude Gauvreau, que Sam tu adores aussi, de certains titres qu'il a publiés entre autres aux éditions de l'Erta, Roland Giguère, Anne Hébert, Jean-Charles Harvey. Donc c'est un univers vraiment fascinant qui est très 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 prolixe, qu'on découvre sur ce blog-là, parce qu'il est à savoir que ce blog-là est en activité depuis 2006. Et depuis 2006, on parle de, tout dépendant des années, entre 80 et 120 articles qui sont publiés annuellement. Wow. Oui, et c'est pas du petit article, c'est de la critique, il y a des extraits de chacun des livres, des historiques, des bibliographies de chacune des maisons d'édition dont il fait la recension. C'est vraiment un univers
comme dirait Charles Tissard, fascinant. Mais par contre, moi, j'ai un gros coup de cœur pour un aspect du blog, et ce sont les illustrations. Parce qu'il est à savoir qu'il ne s'agit pas juste de critiques ou de commentaires ou de retranscriptions d'extraits. Il y a des images de ces livres-là, et c'est à mon avis ce qui fait l'un des intérêts majeurs du blog, non seulement pour voir à quoi ressemblaient ces livres-là, tout dépendant des maisons d'édition auxquelles elles étaient publiées, mais également de voir quelle est la manière dont on faisait le livre à l'époque, quelle apparence on lui donnait, et surtout, ça a donné l'occasion de tomber sur des perles. J'en ai retenu une tout particulièrement, une édition de 1935 d'Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon, une édition illustrée, publiée aux éditions du Vieux Chêne, illustrée par des gravures d'un artiste qui s'appelle Maurice Gauvreau, et les gravures, le style, Sam, tu adorerais ça, le style frise la propagande communiste. Wow! Soviétique, et c'est fascinant. Un homme et son péché, voir le ça. communisme, Oui, non, c'est ça. Dans le style esthétique, moi j'ai trouvé ça, mais d'une truculence phénoménale. Et c'est ce qu'il y a de le fun dans ce blog-là, c'est qu'on peut aller faire son curieux, un peu comme quand on va sur Wikipédia, on va chercher un article, on le lit un peu, et de voir ces illustrations-là, ça en dit beaucoup sur l'histoire du livre au Québec, mais sur la littérature en elle-même. Ça vient, à mon avis, tromper beaucoup de préjugés qu'on peut avoir sur le fait que la littérature au Québec, c'était rien avant la modernité, c'était rien avant les années 60, la Révolution tranquille, la poésie du pays incarnée par Gaston Milon. Non, il y a une littérature qui était d'une effervescence que l'on a oubliée aujourd'hui, et qui est, à mon avis, pleinement restituée par une initiative comme le blog Laurentiana. Donc voilà, ça me tentait de vous en parler parce que je trouvais ça super intéressant. Tu nous partageras le lien. Hein? Sur On a bien Facebook. hâte de le retrouver sur notre page. Donc, le blog Laurentiana. Laurentiana, tenu par Jean-Louis Lessard. Bien, merci beaucoup Clarence pour ta chronique. T'as vraiment piqué notre curiosité. Chers auditeurs, vous rappelez que nous sommes disponibles sur Podbean, Apple Podcasts, Google Play, ainsi que YouTube, notre page Facebook et votre lieu de rencontre avec notre équipe. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer notre page, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marc-André, merci pour ta chronique. Ça me fait plaisir. Oui, merci. J'avais un dernier truc que je voulais rajouter à la fin que j'ai oublié, mais je vais le faire ici. Il y a quelque chose quand même là-dedans que je trouve beau. Le gars, disons, la version la plus probablement officielle sur son départ de Blink, c'est qu'il est parti. Il y a quelque chose que je trouve beau dans le fait de se dire, j'ai cette vache à lait-là que je pourrais faire des tournées pour les 20 prochaines années, puis continuer de faire des millions et des millions de dollars, mais ça me tente plus de faire ça, puis je vais quitter ça, puis je vais aller suivre ma passion, peu importe ce qu'elle est. Il y a quelque chose de quand même beau là-dedans, je trouve, de décider de prendre ce risque-là, puis de dire, ok, go, je fonce. Puis je pense que c'est ça, je voulais vraiment conclure cette émission-là. Suivez vos rêves. Exactement. Fait que c'est ça, merci, à la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, merci Marc-André pour ta chronique. Merci beaucoup Clarence aussi Ça fait pour nous avoir plaisir. partagé ta découverte. Et enfin, merci Rosemary pour la belle découverte virologique. Ok, parfait. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt.